معنا في هذه الندوة الصحفية الصباح بما فيهم قناة التلفزية الحاضرة معنا. أحييكم بهذه المناسبة من أجل موضوع مهم أصبح يضفي وجها يعني سيئا لتعامل السلطات المغربية مع المهاجرين جنوب الصحراء بالخصوص ومع ملف الهجرة بشكل عام، خصوصا بالنسبة للمارين من المغرب أو للحاضرين إلى المغرب. بالطبع هذه الندوة الصحفية تأتي في ظرفية معينة، وهي أن على ما وصلنا من أخبار أن الحكومة المغربية ستوقع غدا حسب الخبر الذي وصلنا، ستوقع اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي ينص على مجموعة من الحد من سهولة يعني التنقل من المغرب إلى أوروبا. بالطبع بطبيعة الحال بالنسبة للمواطنين جنوب الصحراء كذلك إلى أوروبا، وكذلك تقوية الحصار في الحدود الأوروبية أو في الحدود المغربية لإمكانية التنقل. والأخطر من ذلك هو أن المغرب ممكن أن يسير في اتجاه توقيع اتفاقيات الإرجاع التي رفضها خلال السنوات الأخيرة. Donc je disais que cette conférence aujourd'hui s'organise dans une conjoncture très particulière, au moment où le Maroc s'apprête à signer la communication partenariat et mobilité de population, qui présente quelques petits avantages par rapport aux facilités de visa à court séjour et principalement pour une couche sociale très spécifique, et en même temps ouvre les risques de durcissement de la situation, de la répression vis-à-vis de toute personne migrant sans papier dans notre pays et tout migrant essayant de retrouver l'autre rive de la Méditerranée, et bien sûr avec tous les effets que peut avoir sur le retour, le refoulement, ce qu'on appelle les accords de réadmission, le refoulement de personnes des pays européens vers le Maroc. C'est un grand danger. Alors que le Maroc, depuis 2000, a refusé de signer ces accords de réadmission, aujourd'hui, il va signer la communication sur partenariat et mobilité, qui est une ouverture dans le sens du durcissement et aussi de la signature de cet accord. Par ailleurs, cette conjoncture coïncide aussi avec une nouvelle répression vis-à-vis des compatriotes subsahariens. C'est effectivement, bien sûr, sous l'effet de toute la politique répressive de refoulement du gouvernement marocain depuis la fin 2011, nous avons assisté ces dernières semaines au refoulement de 18 ressortissants sénégalais, qui a été par la suite accompagné d'une protestation de leurs compatriotes à leur ambassade ici à Rabat du Sénégal, qui a posé l'arrestation de 30 personnes, 21 personnes qui vont passer devant le juge demain au tribunal de première instance, et que nous considérons c'est une grave violation des droits fondamentaux, des droits de l'homme de ces citoyens, qui n'ont fait que essayer de rencontrer monsieur l'ambassadeur ainsi que le consul général. Ils ont attendu toute la journée et le jour même ils ont été arrêtés. Une partie d'eux a été arrêtée parce qu'il y avait plus de personnes. Donc c'est pour ces deux raisons qu'on se retrouve ici dans cette conférence de presse. Nous allons vous présenter plusieurs éléments de cette conférence de presse, une vue générale un tout petit peu de la situation des migrants au Maroc, qui va être présentée par notre collègue Lucille, et nous allons vous présenter aussi quelques éléments sur le procès des Sénégalais, et nous avons avec nous maître Naïma Reloulet, qui est avocate militante
et qui nous accompagne dans l'appui à nos amis arrêtés, et nous aurons aussi des témoignages ainsi que d'autres éléments concernant ces deux dossiers qui vont être présentés par nos amis du GADEM ainsi que des conseils des migrants. Donc sans aller plus loin, je donne la parole à Lucille pour essayer de donner un peu Douma, c'est ça, de Attaque Maroc. D'accord, donc allez-y. Oui, je crois que le fait qu'on a demain une date avec une double entrée, celle sur d'une part la signature par le Maroc de la déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité et d'autre part un procès qui va se dérouler à Rabat, c'est pas un hasard, non pas que c'est été voulu que ça soit exactement le même jour, mais parce que c'est vraiment l'illustration d'une politique à deux vitesses qui d'une part va accorder le droit à quelques-uns de pouvoir circuler un petit peu plus librement et d'autre part va laisser les autres dans une situation d'interdiction de mobilité, d'assignation, j'allais dire, à résidence dans leur pays d'origine ou éventuellement dans leur pays de migration et d'autre part dans une situation extrêmement précaire. Donc on est vraiment avec la signature de cette déclaration dans une configuration où les hommes ne sont pas égaux devant la loi et où il y a d'une part les hommes d'affaires, les Marocains qui partent de plus en plus fréquemment faire des relations d'affaires dans les pays de l'Afrique subsaharienne, mais également les hommes d'affaires marocains qui vont pouvoir aller un petit peu plus facilement en Europe. Ce n'est pas une ouverture des frontières totale, loin de là. Et face de l'autre côté, les populations qui, elles, sont bloquées, sont assignées à résidence. Alors, dans le cas concret du Maroc et des Africains venus de l'autre côté du Sahara, on a une situation qui, depuis le nombre d'années où nous nous intéressons tous à ce dossier, n'évolue guère. On a toujours la même précarité dans les conditions de vie, les mêmes problèmes de logement indigne et extrêmement cher, les mêmes problèmes d'accès à un travail régulier avec un contrat, même problème de non-obtention de carte de séjour, même problème de manque d'accès aux soins. Donc la population migrante venant de l'Afrique noire est toujours dans la même situation de précarité. Et de la même façon que cela s'est produit toutes ces années et ce que nous avons dénoncé depuis tant de temps, continuent les contrôles policiers au faciès, continuent les rafles massives et les refoulements en dehors de tout cadre légal vers les frontières, les descentes de police dans les quartiers, dans les forêts, les violences policières qui se répètent systématiquement et également donc, ce qui avait amené nos camarades sénégalais à protester auprès de leur ambassade, la confiscation de leurs papiers, de leurs passeports. Parmi les personnes qui ont vu leurs papiers confisqués, il y en avait toute une série qui était en situation tout à fait légale au Maroc. Ils se retrouvent du jour au lendemain sans papier, c'est-à-dire dans la précarité la plus absolue. Donc nous avons vraiment le sentiment que au moment où les négociations avec l'Union européenne risquent d'évoluer dans un sens qui n'est pas positif, la situation des migrants ici continue à se dégrader. Elle se dégrade également pour les personnes qui se retrouvent agressées dans la rue par XY et qui, chaque fois qu'elles ont demandé l'appui de la police, le soutien, se sont retrouvées rejetées. On n'a pas voulu enregistrer leur plainte, on n'a pas voulu les protéger contre d'éventuelles manifestations racistes. C'est pourquoi, par rapport à cette situation-là, nous voulons ici renouveler notre engagement à tout mettre en œuvre pour que soient respectés les droits des migrants et manifester encore une fois notre solidarité avec eux. Nous voulons réaffirmer
le droit de tout citoyen de la planète à la libre circulation et la réaffirmation de l'égalité des hommes devant la loi. Nous voulons réaffirmer le droit de tout citoyen à être traité dignement et avec respect, et nous rejetons d'emblée tout accord qui, au profit d'un assouplissement des entraves à la mobilité des uns, serait conditionné par un durcissement de la mobilité des autres. Voilà ce que je voulais dire, et je passe la parole au suivant qui va éclairer tout ça. بعد الشهاده ديال ولا تدخل الوقت مسيل حول واقع الهجره المهاجرين في المغرب، وبالاساس انعكاس الاتفاقيه المقبله على واقع المهاجرين والجزائريه، الاعتقالات والتأسفات، تراجع اوضاع الواقع حقوق المهاجرين، عدم او صعوبه مسانده المهاجرين. وكل هذه الاسباب جات هذا اللقاء باش يعبر على السخط ديال الجمعيات الحاضره معكم في هذا اللقاء. بلا ما نطول غنعطي الكلمه للكاميرا باش يعطي وصفه حول واقع المهاجرين حاليا. وشكرا. Ok, merci bien pour la parole. Je vais essayer de faire un petit résumé sur la situation générale des subsahariens au Maroc. La population migrante en situation au Maroc reste relativement limitée en nombre. Les estimations du nombre des sans-papiers dépassent rarement les 10 000. Et cette migration est devenue plus visible dans les différentes villes du royaume. Nous travaillons dans les chantiers de construction, dans les fermes agricoles et comme femmes de ménage. Nous gagnons notre vie de notre dur labeur. Les défis qui doivent relever ces pays, qui est le Maroc, sont nombreux afin de préserver le droit de cette frange de la population que nous sommes. Historiquement, le royaume du Maroc a toujours été un pays hospitalier et même déterminant dans l'élaboration d'initiatives internationales pour protéger les droits des migrants. La présence d'une grande communauté marocaine à l'étranger l'a beaucoup influencé dans ce sens. L'article 30 de la Constitution qui garantit la protection des droits humains de tous les ressortissants marocains et des migrants en situation irrégulière est très significatif à cet égard. Donc, vous conviendrez avec moi que le royaume est bien outillé, il faut juste une volonté royale. Aujourd'hui, la situation des migrants au Maroc reste marquée par la continuité. Des milliers de migrants vivent dans des conditions lamentables et inhumaines. Plusieurs cas de violation des droits humains à l'encontre des personnes migrantes sont constatés. Licenciement abusif, le refus de donner des autorisations de travail, l'exploitation des femmes migrantes, travailleuses domestiques sont signalées. Des centaines de migrants sont arrêtés et reconduits aux frontières algériennes et mauritaniennes. Nous, associations de défense des migrants, appelons la société civile marocaine, les organisations de défense des droits des migrants et voire même nos représentations diplomatiques à soutenir notre seule et unique revendication qui est la régularisation de tous les sans-papiers au Maroc. Nous demandons un arrêt immédiat contre les expulsions massives, la confiscation de nos documents. Nous voulons que nos femmes enceintes, nos malades soient soignés comme tout être humain et que nous puissions être pris en compte dans le programme de Ramed, ainsi que le droit à la scolarisation de nos enfants. Nous exhortons le gouvernement marocain à mettre en place une politique migratoire humaine qui respecte les conventions internationales ratifiées. Je ne saurais terminer sans réaffirmer le soutien total de toutes les associations de défense des migrants à la cause des 21 Sénégalais arrêtés dans l'enceinte même de leur ambassade. Et nous souhaitons de vive voix leur libération. Je vous remercie. Merci. شكرا كامارا. ميرسي كامارا. arrestation les amis sénégalais. إذا بالنسبة للأخ كامارا تيقول لك بأن مع العلم أن في المغرب لا يتجاوز عدد المهاجرين يعني جنوب الصحراء متواجدين في بشكل غير قانوني لعشرات الآلاف، ومع ذلك بأن الوضع ديالهم مزري لدرجة أنهم الأغلبية ديالهم تشتغل في أعمال يعني في شاقة، يعني كمثلا البناء أو الاشتغال في البيوت أو
الحماله ديال الاسواق ديال البيع. وتأكد كذلك مع العلم أن الدستور المغربي ديال 2011 في الفصل 30 كيأكد على الحقوق ديال المهاجرين غير القانونيين، الحقوق الأساسية. ومع ذلك كاين وضعية مزرية تتميز بالطرد والاستغلال والتعسف والاعتقالات والإرجاع إلى الحدود الجزائرية أو الحدود الجنوبية. والخطر من ذلك هو الحجز ديال الأوراق لي باسبور، يعني جوازات السفر للناس اللي كيتعتقلوا الاوراق ديالهم. وكذلك كيطالب باش المهاجرين يستافدوا من الحقوق الاساسيه ديالهم بما فيهم الحق في الصحه، اللي كيطالب باش البرنامج ديال الرميد اللي هو البرنامج المرتبط بتعميم حق الصحه للفئات المهمشه. وكذلك تاكد المسانده ديالو ديال ضد الاعتقالات اللي تعرضوا لها 21 مواطن سنغالي اخيرا في المغرب. اذا بعد الكلمه كاميرا غنعطي الكلمه ناعمه، الاخت ناعمه اللي هي محاميه يعني مكلفه متبعه لملف الاعتقالات اللي تعرضوا لها المهاجرين السنغاليين، وغتعطينا تقرير ديالها حسب هذه المتابعه. وشكرا. صباح الخير. انا بالضبط غادي نتكلم على الاعتقال ديال 21 سنغالي كلهم مهاجر من جنسيه سنغاليه، واللي تم بالضبط نهار 28 ماي 2013 بعد ما كانوا دايرين وقفه امام السفاره ديالهم فاعتقال منهم ان السفاره هي الوحيده ولا هو المخاطب الوحيد اللي يمكن يعالج معهم القضايا الوضعيه السياسيه الاقتصاديه والاجتماعيه ديالهم. الغريب في هذه المتابعه هذه هو انه دولة كتدير شكاية ضد المواطنين ديالها أمام قضاء مغربي غير مختص من وجهة نظرنا حنايا، لأنه نزاع ما بين المواطنين وما بين الدولة ديالهم. على الأقل كانت الجرأة عند نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أنه قال أنه غير مختص للبت في هذه النازلة هذه، بحيث تم التقديم ديالهم نهار 30 ماي 2013 امام وكيل الملك بابتدائيه الرباط. بعد التقديم ديالهم واللي كانوا مؤازرين بالدفاع ديالهم تم الطرح عليهم مجموعه ديال الاسئله من قبيل كيفاش دخلتوا للسفاره، علاش كنتوا تما، الاقامه ديالكم واش شرعيه ولا ماشي غير شرعيه. المهم مجموعه ديال الاسئله اللي كانت كيتطلبها البحث معهم امام وكيل الملك. وكيل الملك ديال ابتدائيه الرباط يتخذ قرارا بعدم الاختصاص ويحيل الملف من جديد على الوكيل العام للملك الذي كان جريئا كما قلت، وقال ان هذا خصوصا في الكواليس معه قال انه هذا الملف انا لو طرح امامي لاول مره لاخذت عدم الاختصاص لان صراع بين المواطنين ودولتهم. تم تقديم الوكيل العام كيرجع الملف في نفس اليوم، رجعوا الوكيل الملك بابتدائيه الرباط اللي قرر تمديد الحراسه النظريه وتقديمه من جديد امام نفس النيابه ديال الرباط يوم الجمعه مع الصباح، واللي اقر الاعتقال ديالهم وبالتالي احالتهم على جلسه الحكم من نفس اليوم، يعني نهار الجمعه 31. من بين الملاحظات الاوليه اللي يمكن نلاحظوها هو ان جميع المعتقلين او الموقوفين او المتابعين في هذا الملف يتكلمون اللغه الفرنسيه باستثناء، كلهم كيتكلموا اللغه الفرنسيه بسبعه ديال الناس ما تيفهموش الفرنسيه وما تيفهموش العربيه. امام عند البوليس كانت كتطرح عليهم الاسئله اللي باللغه التي لا يفهمونها، هذا الخرق الاول. امام وكيل الملك لحسن الحظ ان الدفاع طلب هذه المساله هذه وكانت كتم الترجمه للغه التي يفهمونها. اذا عند البوليس كانوا كيطرحوا عليهم اسئله عامه لا تتعلق بالمتابعه، خصوصا وقتاش دخلتوا للمغرب، امتى، شنو واش عندكم الاقامه شرعيه ولا لا، يعني اسئله عامه جدا.
من بين المسائل خصوصا ان عند البوليس كاين يا اما البصمات يا اما التوقيع. في التخابر مع المعتقلين كيفاش وقعتوا كانت كتقال لهم ان السفير ديالكم وقعوا على هذه الوثائق لان السفير ديالكم غادي يجي يخرجكم. هذه الحاجه الثانيه. من بين الحوايج ديال كلهم دابا كيتواجدوا بالسجن المركزي بسالة ما عدا قاصر لانه مازال صغير يتواجد الاصلاحيه بنفس السجن التابعه لنفس السجن ديال سما. من بين المسائل اللي كتحز في النفس كذلك هو انه حينما تم الاتصال مع مدير السجن من اجل تدخل لهم بعض الحاجيات الضروريه بحال الحوايج بحال الدواء. كاين جوج الناس منهم امراه وراجل اللي محتاجين الادويه ديالهم ولا خلاوها في محل ديال الاقامه ديال السكن ديالهم. دائما في ملفات كهذه ملي كتكون مهاجرين وهذا في اتصال مع مدير السجن كيكون واحد التجاوب وكيكون واحد التعامل انساني اللي كنعتبروه انه اي واحد يجي يتكلف مثلا واخا ما يكونش حيت القانون كيقول لك العائله ديالهم او لا السفاره ديالهم. السفاره ديال في هذا الملف هي طرف الدعوه ما يمكن لهاش تسال على مواطنين اللي هي دايره بهم الشكايه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو ان مدير السجن رفض ان يكون هذا التعامل المرن اللي ولفناه في حالات انسانيه بحال هذه وقال انه ضروري يطبق القانون وهو ما يمكنش يستقبل الا اذا كان طرف من العائله او الا كان بتكليف من السفاره. اذا بقاو بنفس الملابس منذ الاعتقال من نهار 28 الى البارح. انا كنت عندهم في السجن. المراه وهذاك السيد مازالين كيحتاجوا الدواء ديالهم جوج ديال الناس. حاولنا الاتصال بالسفاره كدفاع وكذلك كاصدقاء مجموعه ديال الاصدقاء. السفاره رفضت. هذا اجراء عادي كنديروه مع جميع الادارات مع جميع السفارات كدفاع وكمحامين يعني ما كاينش فيه اشكال. السفاره رفضت تستقبل الدفاع بدون مبرر وبدون حجه ولكن استقبلت 4 ديال الاصدقاء منهم اللي كان نهار الجمعه نفس النهار اللي كانوا غيدوزوا فيه امام المحكمه. كان الالتزام ديال الشفوي ديال الممثل القانوني للسفاره كيقول ان هذا الملف غادي نلقاو له حل والسفاره ستتقدم بالتنازل في الموضوع. لكن ما دارتش التنازل ديالها. الحدود الساعه باقي غير مجرد وعد ومازال الاصدقاء تيتصلوا بالسفاره وحنا كنتصلوا بهم بالهاتف ولكن بدون جدوى. من بين الامور اللي طرحات واش تعرضوا للتعذيب ولا لا اكيد ان صرحوا مجموعه ديال المعتقلين انهم تعرضوا للتعنيف والضرب زعما بشكل هذا. وكاين بعض شي 4 ديال المعتقلين اللي بقى عندهم الاثار ديال الجروح يا اما في اليد يا اما في الرجل يا اما في هذا. والجلسه غادي تكون غدا مع 2:30. شكرا اخت à être avec nous et je passe directement la parole à notre ami sénégalais pour nous parler pour nous donner quelques témoignages de personnes qui étaient entre autres arrêtées et refoulées et aussi des témoignages sur la réalité de ces compatriotes aujourd'hui arrêtés en prison. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les journalistes, bonjour les vous. Je vais vous donner quelques témoignages sur le scandale qui s'est passé à l'ambassade du Sénégal. On est arrivé à l'ambassade du Sénégal 9h le mardi 28 mai. Si vous vous souvenez bien, demander une audience à l'ambassadeur au bout de ces Sénégalais arrêtés dimanche précédent par la police marocaine qui ont été refoulés à Oujda. Dont ils vu leur passeport confisqué. Nous étions quelques 200 à 250 personnes, plus sénégalais, ainsi par l'absence de réaction de notre ambassadeur auprès des refoulements. L'arrivée à l'ambassade, nous n'avions pas été reçus par l'ambassade et nous avons décidé de rester sur place tranquillement et sans pas et quel soit le temps que nous cela prêté. Il faut dire que ce que n'était pas la première fois, nous avons allé à l'ambassade sans obtenir aucune audience. Mais
Mais une fois la police marocaine est venue, il nous dit que l'ambassade demande de vous que vous sortiez. Nous avons refusé de si notre ambassade, nous ne sortirons pas. 2 minutes plus tard, il nous fait transmettre un papier écrit par l'ambassade, indiqué par que nous devions sortir de gré ou de force. Nous avons refusé et annoncé que nous restions de grâce de force. Vers 13 h, la police investit l'ambassade pour nous faire sortir. Devant notre refus, nous sortirons de plus à 10 ou 20 polices, 20 maximum, ont été encore à nous bousculer. Malgré le fait, nous étions restés totalement pacifiques, essayant seulement de nous reposer. De nouveaux renforts ont été arrivés. À 20 minutes plus tard, ils nous ont commencé à hacher et frapper, essayant de nous défendre. Il y a eu quelques dégâts matériels. Nous avons été frappés et les policiers ont commencé à les arrestations physiques. Pendant ça, 20 Sénégalais ont été arrêtés, dont 4 femmes et 17 garçons. Grâce au fait que sorti acheter une carte recette pour appeler la presse sénégalaise, que je n'ai pas pu arrêter. C'est le premier témoignage. يعني أول شهادة حول الواقع الاعتقالات اللي تمت في السفارة السنغالية. الشهادة الثانية. Oui, c'est fini. Oui. D'accord, merci. إذا شكرا الأخ حل الشهادة اللي قدم لنا حول واقع الاعتقال. نذكروا بأن معنا كذلك ناس جزء منهم تعرض للاعتقال، يعني تعرض للإرجاع، منهم اللي رجعوا حاولوا تمكنوا من بعد يرجعوا للرباط، يعني بعد ما مشاو حتى الحدود الجزائرية المغربية اللي لحد الساعة حدود مقفولة وما كنعرفش كيفاش كتم الإخراج ديال الناس ولا يعني الطرد ديال الناس من الحدود المغربية الجزائرية، مع العلم أن ما كاينش سلطة أخرى من الجهة، يعني ما كاينش تفاعل وتعامل ما بين الحدودين. إذن هذا واقع، وكذلك سمعنا الواقع ديال الناس كيفاش تعاملوا معهم السلطات المغربية أو البوليس المغربي وقت اللي كانوا كيطالبوا بحقهم المشروع أنهم يستقبلهم السفير. كنعطي الكلمة مباشرة للأخ ستيفان لتقديم آخر جزء من هذا اللقاء اللي كيتضمن البيان الصادر على الجمعيات إثر هذه الاعتقالات اللي Merci Saïd. Donc moi je vais juste intervenir pour préciser un peu les choses sur la déclaration commune sur un partenariat de mobilité qui va être signé normalement demain à Luxembourg en marge d'un sommet du Conseil des Justice et Affaires intérieures, c'est-à-dire la ministre de l'Intérieur de l'Union européenne. Alors, ça fait depuis 2002 au moins que l'Union européenne essaye d'imposer au Maroc la signature d'un accord de réadmission qui comprendrait la réadmission non seulement des ressortissants marocains, mais également de tous les étrangers qui ont pu transiter par le Maroc avant d'arriver en Europe. Les accords de réadmission, c'est un des instruments centraux de la politique migratoire de l'Union européenne. Alors jusqu'à ce jour, le Maroc s'est opposé à la signature de ces accords, dans lesquels il ne trouve aucun intérêt. Il a plus ou moins résisté aux pressions européennes, même si de fait, il accepte parfois des réadmissions, mais de manière ponctuelle, notamment à Ceuta et Melilla. Ces accords ne comportent en eux-mêmes aucun intérêt pour les pays concernés. Ils répondent qu'aux intérêts européens. Ce qui fait que les négociations, c'est plus du chantage que des négociations. Et le chantage, c'est on va faciliter la délivrance de visas pour certains, ou la possibilité de migration légale pour certains, contre toujours la signature des accords de réadmission. Mais en réalité, ces possibilités qu'on fait miroiter sont très réduites. Ils sont très loin de compenser la charge de la réadmission qui est la contrepartie. Déjà en 2006, le commissaire européen Franco Frattini, qui
s'en cachait pas, il avait déclaré devant le Sénat français, la négociation d'accord de réadmission n'est pas chose aisée. La principale raison de leur lenteur, c'est que bien que ces accords soient en théorie réciproques, il est clair qu'en pratique, ils servent essentiellement les intérêts de la communauté européenne. Et donc ils sont très difficiles à faire accepter par les pays tiers. La bonne fin des négociations dépend donc beaucoup des leviers, ou devrais-je dire des carottes, dont la Commission dispose, c'est-à-dire d'incitations suffisamment puissantes pour obtenir la coopération des pays concernés. Donc là, il était très clair, le commissaire européen, il cache très bien que c'était complètement déséquilibré. Alors, cette politique, elle a été réitérée dans le pacte européen sur l'asile adopté en 2008. Et aujourd'hui, la signature des accords de réadmission fait partie d'une soi-disant nouvelle approche globale de la question des migrations et de la mobilité qui a été adoptée par la Commission européenne en juillet 2011 et cette approche est mise en œuvre à travers la conclusion de partenariats pour la mobilité avec différents pays, dont le Maroc. Il y a aussi des négociations parallèles, par exemple avec la Tunisie. Donc en échange de la conclusion de ces fameux accords de réadmission, mais également des accords de coopération pour renforcer le contrôle aux frontières, qui inclut par exemple une plus grande coopération avec les agences européennes comme Frontex, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Ce partenariat prévoit la facilitation des procédures de visa, la migration de travail, le renforcement de capacités en matière d'asile, des mesures favorisant l'intégration des nationaux dans les pays d'accueil en Europe. Toutefois, le bénéfice de la facilitation des visas reste conditionné et très hypothétique. Ce n'est pas du tout automatique ni permanent. Le document de la Commission sur l'approche globale des migrations et la mobilité dit « L'Union européenne pourrait envisager au cas par cas et en tenant compte de la relation globale avec le pays concerné de prendre des mesures conditionnelles conduisant progressivement à la libéralisation du régime des visas pour le pays en question. » Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Pour autant que les instruments juridiques, accords en matière d'assouplissement de formalités d'octroi de visa et de réadmission et politique, dialogue sur les politiques à mener et plan d'action, soient mis en œuvre de façon efficace. Ce qui veut dire d'abord vous mettez en œuvre de façon efficace les accords qu'on vous impose, par exemple de réadmission, et après on pourra voir si progressivement on peut aller vers une politique de libéralisation, facilitation de visa pour quelques-uns. On sait très bien, ça concerne quelques hommes d'affaires et basta. Quant à la migration de travail dont il parle également, elle est envisagée uniquement dans l'intérêt de l'Union européenne. Dans le même document sur la question de migration et de mobilité, il est écrit « Le but des migrations et de la mobilité est de contribuer à la vitalité et à la compétitivité de l'Union européenne. Garantir l'existence d'une main-d'œuvre adaptable, possédant les qualifications requises, capable de faire face avec succès à l'évolution constante de la démographie et de l'économie est une priorité stratégique pour l'Europe. » Donc ce n'est pas du tout dans l'intérêt du développement des pays, comme en l'occurrence le Maroc, mais uniquement dans l'intérêt de l'économie européenne. Enfin, pour terminer, je trouve qu'il est inadmissible que l'Union européenne envisage de signer des accords de réadmission au moment même où au Maroc, la violation des droits des étrangers, migrants et réfugiés atteint un niveau sans précédent. Alors que, par ailleurs, elle parle toujours, l'Union européenne, de la nécessaire collaboration en matière de protection des droits des réfugiés et des migrants. Le fait de négocier, de signer un tel accord en ce moment, ça constitue en fait un encouragement de l'Union européenne au Maroc pour continuer à assurer la protection des frontières de l'Europe au mépris des droits fondamentaux des migrants. Et d'ailleurs, on voit dans le document de travail que la Commission a publié en 2013 sur les progrès qui ont été réalisés en 2012 sur la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage au Maroc, la question du respect des droits des réfugiés, elle est à peine effleurée, et c'est juste dans la partie coopération en matière de justice et de sécurité, et avec la lutte contre la drogue et le terrorisme, c'est pas dans la partie respect des droits de l'homme. Donc on voit très bien comment l'Union européenne, tout ce qui lui compte, c'est la signature d'accords de réadmission pour que le Maroc renforce son rôle de contrôle des frontières. Et l'Union européenne ne veut pas savoir quelles sont les conséquences de cette politique sur les droits fondamentaux des migrants. Enfin, on pourrait noter que
si le Maroc refusait de signer cet accord, ce ne serait pas une catastrophe dans les relations avec l'Union européenne, puisque le document sur l'approche globale des migrations et de la mobilité de la Commission prévoit une alternative pour les pays qui ne seraient pas prêts à assumer l'ensemble des obligations et des engagements. C'est un programme commun pour la migration et la mobilité qui fixerait des simples recommandations et des objectifs en matière de coopération, mais qui n'implique pas nécessairement la négociation d'accords en matière d'assouplissement des formalités de visa et de réadmission, et qui reste non contraignant. Donc l'Union européenne a déjà envisagé le fait qu'un pays pourrait refuser. Donc le Maroc pourrait très bien refuser sans que ça crée une crise diplomatique avec l'Union européenne. Donc,